Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un ingénieur introverti et un ingénieur ou une ingénieure extraverti? Eh bien, l'ingénieur introverti regarde ses pieds, l'ingénieur extraverti regarde vos pieds. Bon, je suis là en fait pour tordre le cou à ces préjugés, à ces idées préconçues sur l'ingénieur, pour dire que les ingénieurs d'aujourd'hui, ils doivent lever la tête, regarder loin et large, parce que il y a une infinité de possibilités et l'univers des possibles est très large pour eux en termes de mission comme en termes géographiques. Et mon parcours, moi qui ai aujourd'hui un peu plus de 60 ans, en témoigne, mais je suis loin d'être le seul et c'est le cas évidemment de très nombreuses personnes. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis arrivé ingénieur un petit peu par hasard en étant tout simplement un bon élève en province et finalement la logique fait qu'on continue à avancer jusqu'en classe préparatoire. J'ai fait Télécom Paris, non pas du tout parce que j'avais la passion des télécommunications, mais quand je suis arrivé à l'école, je me suis intéressé à cette science entre guillemets nouvelle qui était l'informatique, en me disant tiens, ça a le pouvoir de changer les choses et de changer le monde, la façon dont les gens s'éduquent, travaillent, communiquent. Et c'est tout naturellement que lorsque j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Microsoft, qui à ce moment-là était une start-up, quand je suis rentré chez Microsoft en 1988, mes parents m'ont fait répéter 3 fois le mot, très inquiet, en disant mais c'est quoi cette boîte, où tu vas? Et effectivement, à l'époque, il y avait 50 personnes en France, 2500 dans le monde, 100 fois moins qu'aujourd'hui. Et donc j'ai eu d'une certaine façon beaucoup de chance parce que j'avais eu l'intuition que elle avait de l'ambition, mais c'est pas la seule entreprise à avoir de l'ambition, mais il se trouve qu'ils ont réussi à participer à cet essor de l'informatique et à la façon dont il a transformé le monde. Il faut bien voir qu'en 88, l'ordinateur, il n'était pas dans les bureaux, il n'était pas dans les foyers. On considérait le Minitel comme une superbe innovation. Bon, pour les jeunes, le Minitel, ça vous dit certainement rien du tout, mais disons que c'est à peu près le moment où j'ai démarré ma vie professionnelle. J'ai eu cette opportunité. Et avec Microsoft, voilà, comme l'entreprise a grandi, j'en ai profité. J'ai fait le pari de l'international. J'ai déménagé à Tokyo avec ma famille. Puis ensuite, on m'a confié les responsabilités à Singapour, en Asie du Sud. Et puis, je suis revenu pour diriger Microsoft France, qui à ce moment-là avait complètement changé de taille puisque c'était une entreprise qui faisait à ce moment-là plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires en France, 1500 personnes et qui était surtout au cœur d'enjeux sociétaux extrêmement forts. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est après 17 ans et alors que ma carrière se déroulait parfaitement, j'ai décidé de quitter le cocon de la multinationale, de me mettre un peu en danger en partant dans le monde entrepreneurial parce que je sentais que j'avais envie de voler de mes propres ailes, d'être maître de mon propre destin plutôt que d'être un bon soldat d'un système. Et je dois dire que ça a été une aventure beaucoup plus compliquée que je l'avais imaginé, avec beaucoup de chemins de traverse. J'ai fait des startups, j'ai conseillé d'entreprise, j'ai même fait de la politique en étant élu premier adjoint au maire de Neuilly. Donc un parcours qui évidemment là s'est avéré extrêmement divers. Et d'ailleurs, j'en ai fait un livre que je dédicacerai tout à l'heure pour ceux que ça peut intéresser, qui reprend ce parcours-là, mais qui surtout essaie de tirer des clés pour se réinventer. Parce que finalement, aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a plus de carrière linéaire mono-entreprise et il faut être capable de rebondir, de se réinventer. Et j'essaie de donner, de par mon expérience, les difficultés que j'ai eues, les échecs que j'ai eus, les réussites, essayer de donner des clés pour se réinventer. Ça peut s'adresser aussi bien effectivement aux quadras ou aux quinquas qui savent qu'à un moment donné, ils devront faire ce pas, qu'aux jeunes qui peuvent s'interroger un peu sur les différentes options du monde entrepreneurial. Et je dirais qu'autour de toute cette carrière, le fait d'avoir été ingénieur m'a aidé et je voudrais vraiment, puisque c'est le sujet aujourd'hui, tordre le cou aussi à un certain nombre de clichés. On n'a pas besoin pour devenir ingénieur d'avoir été un jeune garçon enfermé dans sa chambre qui est passionné par les Lego, puis par les jeux vidéo, puis par les cartes électroniques. On ne doit pas non plus forcément se projeter comme un homme en blouse blanche dans un laboratoire concentré sur des choses extrêmement techniques. Bien sûr, c'est tout à fait louable et il faut des ingénieurs comme cela, bien sûr, mais ou sur un chantier avec un casque de chantier. Mais pour moi, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable, qui approche les choses avec rigueur, basé sur des faits, qui a un sens de la démonstration, qui regarde les problèmes globalement. Je reprends ici l'image d'un mur
Un maçon, il ne sait pas forcément ce qu'il y a dans chacune des briques, comment elle est faite, quelle a sa composition chimique. En revanche, il sait comment, quelle colle mettre pour assembler les différents éléments et faire le mur et faire construire le mur. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre globalement les technologies. On peut avoir une approche assez généraliste, mais je dirais que la formation scientifique qu'on a en tant qu'ingénieur nous permet de comprendre la façon dont les systèmes peuvent être orchestrés ensemble pour construire des solutions. Et on voit là que, à partir du moment où on conçoit le métier d'ingénieur d'une façon un peu plus globale comme ça, eh bien, il y a un univers très large de possibles qui s'ouvre pour les jeunes qui veulent rejoindre ces carrières. Ça peut être des métiers qui incluent du management, de chef de projet, de la réponse à des appels d'offres très techniques où on va coordonner des personnes qui ont cette expertise, mais on va essayer de traduire l'innovation en application. Il y a besoin de plus en plus de ponts entre tout ce que les technologies permettent et leur modèle d'application. Et les ingénieurs, par leur capacité à appréhender la technique, sont idéalement placés pour jouer un rôle comme celui-là. Et donc, l'univers des possibles en termes de fonctions est très, très large. Et il faut surtout pas en rester sur cette image très réductrice de l'ingénieur enfermé dans son laboratoire. Et alors, on a besoin d'ingénieurs aujourd'hui pour plusieurs raisons. Pour moi, je vais en citer 3. La première, c'est que la science est en danger parce qu'on a tendance à considérer aujourd'hui la science comme une opinion. Vous avez aujourd'hui aux États-Unis 10% des gens qui pensent que la Terre est plate, 5 fois plus qu'il y a 7 ans. Et c'est-à-dire que ce concept de science basé sur des faits, eh bien, il est en danger. Donc, on a absolument besoin qu'une génération arrive pour rappeler l'importance des faits, de que la science n'est pas une opinion, que la viralité d'un message n'est pas sa véracité, et que même si les algorithmes répètent 50 fois une contre-vérité, ça n'est pas pour autant une vérité. Le deuxième élément, c'est que les grands sujets du monde vont être résolus par des technologies, par des innovations, que ce soit le changement climatique, la santé, l'énergie, tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter. Eh bien, ce sont des ingénieurs qui permettront non seulement de trouver les différentes briques d'innovation, de disruption qui permettront d'adresser ces problèmes-là, mais aussi qui sauront les transformer d'une innovation dans une application concrète. Et puis enfin, le dernier point, c'est un appel à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes ingénieurs. Les femmes représentent 50% de l'humanité. Aujourd'hui, 25% des ingénieurs et moins de 25% dans les écoles d'ingénieurs et les écoles scientifiques. Or, on sait très bien que c'est une source d'opportunités énorme et qu'on a besoin de plus d'ingénieurs et qu'il nous faut plus de femmes ingénieurs. Il nous faut plus de femmes ingénieurs aussi parce que les technologies, l'innovation, aujourd'hui, elle est en apprentissage permanent. C'est le cas de l'intelligence artificielle. Elle se nourrit de données, elle se nourrit d'algorithmes. Or, quand les ingénieurs hommes conçoivent les algorithmes, ils les conçoivent avec un biais. On a tous des biais. Donc, il est important que les biais qui représentent toute la diversité de l'humanité soient intégrés dans la conception des technologies pour qu'elles puissent servir toute l'humanité. Aujourd'hui, quand vous regardez les algorithmes de reconnaissance faciale, ils marchent beaucoup mieux sur des hommes blancs que sur des femmes ou sur des hommes à la peau mate, tout simplement parce qu'ils ont été conçus essentiellement par des hommes blancs. Donc, pour moi, c'est vraiment une raison d'égalité qui fait que les femmes doivent rejoindre les corps d'ingénieurs à un pourcentage qui les représente. Et surtout, ne pas accepter les stéréotypes divers et variés qui consistent à dire « Ah oui, c'est bien qu'il y ait des femmes parmi les équipes d'ingénieurs parce que elles ont, avec leur qualité soi-disant soft skills, elles ont tendance à améliorer le caractère un peu hard skills des hommes. » Non, les femmes sont les hommes comme les autres et elles ont le droit aussi d'être attirées par les hard skills. Donc, il faut absolument déverrouiller cela pour pouvoir contribuer à la science, contribuer à résoudre ces problèmes de l'humanité auxquels je faisais référence tout à l'heure en termes d'innovation. C'est très important, avoir cette représentation de diversité. Et puis aussi, j'ajouterais que les défis technologiques qui sont devant nous, les innovations, quand on voit le potentiel de l'intelligence artificielle, on en voit aussi les risques. Beaucoup de ces grandes inventions technologiques de nos jours, elles ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elles se diffusent beaucoup plus rapidement dans le grand public. Le PC, il a mis
Il a mis 20 ans à arriver entre le moment où il est sorti sur le marché et le moment où il s'est réellement répandu dans les entreprises, dans les foyers. L'Internet a mis 10 ans. L'intelligence artificielle, en moins de 2 ans, elle est utilisée très largement. Donc il y a un facteur d'accélération, de vitesse de diffusion, mais aussi d'amplitude de changement et de risques associés. Je parlais tout à l'heure des risques éthiques, et on a absolument besoin non seulement d'avoir des ingénieurs qui croient en la science, bien sûr, mais d'ingénieurs responsables. Parce que l'innovation, c'est un train, et c'est plus un TER, c'est un TGV. Soit on le regarde passer, soit on monte dans les wagons, soit on a beaucoup plus d'ambition et on monte dans la locomotive pour prendre les mains sur les commandes du train de l'innovation. Et pour ça, on a besoin d'ingénieurs et d'ingénieurs responsables. Merci.